La centrale de Zaporijia, centre des inquiétudes, mais aussi cœur de la propagande occidentale, des mensonges toutefois de plus en plus difficiles à avaler. On s'intéressera ensuite aux nouvelles sources d'approvisionnement en armes dans ce conflit ukrainien. Et puis nous rentrerons en France pour analyser les fraudes à la sécurité sociale. Fausses cheminées, vaporisation de manifestations et sous-entendu mensonger, la guerre en Ukraine est décidément le théâtre d'un narratif victime de tous les travers. Dernier exemple en date, la centrale de Zaporijia. Le point tout de suite. La situation est intenable. Voilà l'élément principal qui ressortira du rapport des membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique après leur arrivée à la centrale de Zaporijia, occupée par les troupes russes depuis mars dernier. D'ailleurs, si l'on observe la manière dont les médias reprennent l'information, la situation délicate est directement suivie par le rappel que la centrale est tenue par l'armée moscovite. Un procédé visant à créer un lien de causalité fallacieux entre les deux éléments. Sur place, les envoyés de l'AIEA ont bien constaté des traces de bombardement. En effet, si le devenir de la centrale, cible de tirs en tout genre, a bien de quoi inquiéter, la menace ne vient toutefois pas à court terme de la part de la Russie. Et pour cause, puisque ce sont des soldats russes qui sont à l'intérieur. On sait que la propagande occidentale aimerait faire passer Poutine pour aliéné, mais il n'a pas spécialement pour habitude de bombarder ses propres troupes. En réalité, comme la zone est occupée par les Russes et qu'elle héberge en toute logique des armes, c'est bien le camp ukrainien qui bombarde aux abords de la centrale. Problème, les inexactitudes de tir sont fréquentes et bien souvent meurtrières. C'est d'ailleurs sans doute pour éviter une catastrophe que les membres de l'AIEA ont décidé de rester à Zaporijia pour le moment. We are finishing our long-awaited visit to the Zaporizhzhia nuclear power plant. I have just completed a first tour of the key areas that we wanted to see in this first approach to the whole facility. Of course, there is a lot more to do. My team is staying on, and more importantly, and most importantly, we are establishing a continued presence from the IAEA here. En réalité, tout porte à croire que la pression sur les épaules des experts de l'agence est particulièrement forte. Dans un contexte où l'Occident est littéralement groggy par son obsession anti-Poutine, un rapport clair faisant état, outre l'insécurité qui pèse réellement sur la centrale, sur la nature des risques et sa provenance, est tout bonnement impossible. Comme nous vous l'avions déjà annoncé dans une édition précédente, si les bombardements avaient été identifiés comme en provenance des Russes, l'agence, plutôt occidentale, n'aurait pas rechigné longtemps à accabler les méthodes du Kremlin. Force est de constater qu'aucune communication réelle ne va en ce sens pour l'heure. Un silence qui semble donc confirmer que la paternité des tirs est ukrainienne et que la prolongation de la visite des experts de l'AIEA sert uniquement à bloquer de nouvelles attaques qui feraient mauvais genre en leur présence. Et pour faire la guerre, il faut des armes et le conflit ukrainien en aspire un grand nombre. Depuis quelque temps, les belligérants doivent se tourner vers de nouveaux fournisseurs. Aperçu de ces nouveaux producteurs avec Olivier Frère-Jacques. L'argent est le nerf de la guerre et l'argent sert à acheter des armes et payer des hommes. La guerre qui se déroule aujourd'hui en Europe ne déroge pas à la règle et si le bilan humain demeure très bas comparativement aux guerres des 3 dernières décennies, le recours intense à l'artillerie contraint les belligérants à chercher des partenaires pour acheter des munitions. La Russie se tourne ainsi notamment vers 2 États avec lesquels elle entretenait déjà des rapports cordiaux, la Corée du Nord et l'Iran. S'agissant de l'Iran, rien de très étonnant puisque Téhéran et Moscou ont déjà travaillé côte à côte face à Daesh en Syrie. L'hostilité aux États-Unis de la République islamique participe d'ailleurs de cette alliance assez naturelle entre ces 2 États. Quant à la Corée du Nord, elle ne cesse de se rapprocher de Moscou à mesure que la Russie est mise au ban par les puissances occidentales. L'Iran pourvoit ainsi en drones et Pyongyang en munitions. Le New York Times évoquait mardi des millions de roquettes et d'obus d'artillerie, une nécessité pour le Kremlin alors que la destruction de dépôts de munitions par l'armée ukrainienne, grâce à des lance-roquettes américains, aurait affaibli l'armée russe. Une difficulté d'approvisionnement en matière d'armes et de munitions qui s'explique aussi par l'embargo qui frappe Moscou en la matière depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. La pratique russe en matière de combat s'inscrit dans la continuité de l'URSS et consiste en partie à des attaques d'artillerie intenses, impressionnantes, destructrices et démoralisantes pour l'ennemi, mais qui ont en contrepartie le problème d'être coûteuses en munitions.
Quant aux drones iraniens, ils sont des outils d'attaque au sol, notamment des Shahed 129, des appareils pouvant voler jusqu'à 24 heures d'affilée et considérés par les experts en armement comme du matériel de pointe en la matière, mais qui n'auraient pas encore été suffisamment expérimentés. Côté ukrainien, outre l'armement occidental, le pays a besoin de fournisseurs capables de l'alimenter en munitions d'époque soviétique. Ainsi, le journal Le Monde évoque un accord triangulaire entre Kiev, Islamabad et Washington pour l'armement. Un partenaire pakistanais lointain qui peut étonner mais qui s'explique par l'artillerie ukrainienne héritée de son passé soviétique. Un passé qui a légué des canons à projectiles de 122 et 152 mm, des calibres qui ne sont pas utilisés en Occident. L'armement en artillerie de l'Ukraine semble ainsi être mixte avec une artillerie en partie issue de l'époque soviétique et une autre issue de l'Occident. Un désavantage en matière d'approvisionnement qui peut aussi s'avérer être un atout car si la pénurie touche un type d'armement, le pays peut se reposer sur l'autre. Dans une guerre qui pourrait durer, les deux camps en présence ont besoin de se munir d'un arsenal conséquent pour prévenir de potentielles offensives d'ampleur. Les intentions des belligérants, et notamment les intentions russes en matière territoriale étant particulièrement insondables, il est indispensable pour chacun de détenir des stocks d'importance. Le risque de pénurie de munitions et d'armes guette toujours donc, mais en la matière, les belligérants trouveront toujours des partenaires ravis de faire commerce de matériel mortel, mais coûteux. L'assurance maladie, toujours victime de fraude. Alors que la crise du Covid a révélé l'état désastreux de nos hôpitaux publics, notre système de santé peine à endiguer les abus. Pour y répondre, le gouvernement verse vers le tout numérique une arme à double tranchant pour les citoyens. La fraude à l'assurance maladie continue de sévir en France. Dimanche soir, un reportage de Zone Interdite sur M6 montrait les failles de notre système de santé, en particulier concernant les arrêts de travail. Un journaliste a ainsi pu obtenir un congé de 15 jours validé par un médecin complaisant sans raison aucune. Son épouse s'est quant à elle vue dans un second temps accorder une semaine pour l'accompagner, une situation ubuesque. Le reportage fait aussi état de comportements plus graves. À titre d'exemple, cette jeune coiffeuse, officiellement en arrêt, qui profitait de ses congés maladie pour se rendre chez des clients de son salon pour les coiffer à domicile. Non contente de frauder l'assurance maladie, elle subtilise donc les clients de son propre employeur. Mais le reportage a malgré lui choqué plus d'un téléspectateur en montrant les pratiques cavalières d'un médecin contrôleur. Se rendant chez un salarié arrêté pour burn-out, il lui oppose un interrogatoire musclé et peu amène. Il va même faire culpabiliser le patient en doutant de son véritable mal-être. Une surveillance des malades, imaginaire ou pas, qui va en s'amplifiant avec la multiplication des outils informatiques. La crise Covid a déjà été un bon prétexte pour catégoriser les bons et les mauvais citoyens selon qu'ils étaient vaccinés ou non. Plus largement, les données personnelles des usagers sont partagées éhontément avec les autres organismes d'État comme Pôle emploi ou les centres des impôts. Le gouvernement a décidément choisi son camp, celui de l'inspection permanente des citoyens. À côté de cela, la lutte semble peu active concernant les centres de santé privés. Pourtant, on sait que beaucoup d'entre eux facturent des actes non réalisés qui seront bien sûr remboursés par le contribuable. Et que dire des pratiques de certains professionnels, comme en témoigne l'affaire du dentiste Boucher de Marseille. Entre 2005 et 2012, un chirurgien avait procédé à des centaines d'arrachages de dents, pourtant saines, afin de multiplier son nombre d'interventions. Reste l'épineux problème des dossiers d'immatriculation des assurés nés à l'étranger. Il pose parfois de grandes difficultés de vérification de l'identité. Ainsi, le Service national d'immatriculation, ou Sandia, estime que plus de 2 millions de cartes vitales sont actuellement attribuées grâce à de faux documents, soit autant de numéros de sécurité sociale bien réels mais illégaux. Ce chiffre montrait à plus de 5 millions selon d'autres rapports, des données que la sécurité sociale peine à démentir. Dans le rapport, il était bien question de 5,2 millions de cartes actives en surnombre. Donc la question est très simple. Est-ce que vous vous inscrivez en faux par rapport à ce chiffre ? Oui ou non ? Et si la réponse est oui, à combien estimez-vous aujourd'hui le nombre de cartes vitales actives qui seraient encore en surnombre ? Voilà, c'est une question très précise à laquelle nous aimerions évidemment avoir une réponse précise. Donc,
À la première question, il n'y a pas autant de cartes vitales en surnombre. Il n'y a pas 5,2 millions de cartes vitales en surnombre. Et nous poursuivons... Combien y en a-t-il à votre avis ? Alors, dans notre estimation, entre le nombre de cartes vitales qui... À fin 2019, sachant qu'il y a encore un travail qui est en cours pour réduire le nombre de cartes vitales et le nombre de porteurs potentiels, il y a un écart à fin 2019 de 2,6 millions. Quant au nombre de centenaires recensés par l'organisme d'État, il prête à sourire. Vous avez sur les listings de la Sécu 14 millions de centenaires, alors que le recensement de l'INSEE donne 21 000 centenaires en France. Pour répondre à ces problèmes, le gouvernement agite la nouvelle carte vitale dématérialisée née il y a 2 ans, un outil qui pourrait effectivement s'avérer efficace dans la lutte contre la fraude si la volonté politique l'accompagne, à moins que là encore, l'unique objet soit la surveillance de masse et la revente des données de santé. Changement de programme pour Jean-Christophe Lagarde. Le courrier confidentiel La Lettre A expliquait que le patron de l'UDI ne pourrait pas être présent à la rentrée du mouvement centriste. Et pour cause, on apprenait ce mercredi matin que Jean-Christophe Lagarde était retenu par d'autres impératifs. La police. L'ancien député a été placé en garde à vue et mis en examen. Une sortie qui devient habituelle pour l'ancien maire de Drancy, déjà placé en garde à vue en mars 2021 pour détention illégale d'armes à feu. Cette fois, c'est une affaire de diffamation qui l'a conduit au poste. En effet, l'ancien député serait à l'origine de l'article fallacieux publié dans Le Point par Aziz Zemouri fin juin dernier. Le journaliste avait publié de fausses accusations sur Alexis Corbière et Raquel Garrido, laquelle venait d'arracher sa circonscription à Jean-Christophe Lagarde, visiblement furieux. On passe à présent au reste de l'actualité en bref. Pape Ndiaye et SOS Racisme main dans la main. Lundi, le ministre de l'Éducation nationale a reçu à l'hôtel de Rochechouart Dominique Sopo, président de SOS Racisme, pour insister sur le respect de l'autre et la tolérance à l'école. Au-delà de la cause, c'est avant tout le choix du représentant qui dérange. En effet, en juin 2021, Dominique Sopo, qui fait visiblement des distinctions dans le racisme, a été mis en examen et renvoyé en correctionnel pour injure publique envers l'ancien cadre du Rassemblement national, Jean Messia. Le président de SOS Racisme avait trouvé amusant de partager une publication de l'humoriste Yacine Bellatar où Jean Messia était comparé à un chameau en y ajoutant que c'était infamant pour l'animal. Un ancien collaborateur de François Hollande mis en examen pour agression sexuelle sur mineur. Le 1er août dernier, un ancien proche de François Hollande et de l'ex-maire de Paris Bertrand Delanoë a été placé en garde à vue et mis en examen, notamment pour des faits de corruption de mineurs. Des actes de pédophilie sur un membre de sa propre famille, dont son fils, âgé de 4 ans. Le suspect avait même confié à un prêtre son attirance sexuelle pour sa belle-fille de 9 ans dans un courriel. Inquiète de ses penchants pédophiles, sa conjointe a même transféré ce message à la police en juillet. Le quinquagénaire a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il sera jugé en novembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Un ex-député marcheur condamné pour harcèlement moral pour la 2e fois. Avec Sira Silla, il y en a finalement pour tout le monde. Alors que le Conseil des prud'hommes de Paris avait déjà condamné le député en 2021 pour harcèlement sur un de ses assistants, c'est un 2e salarié qui obtient gain de cause après plusieurs années de vexation en tout genre, y compris des remarques sur sa santé fragile. Sira Silla devra même lui verser la somme de 76 000 €, dont 20 000 € de dommages et intérêts. Le reste correspond à une application très personnelle du droit du travail au sein du cabinet du député. Le dossier fait en effet état d'heures supplémentaires impayées, mais surtout d'une procédure de licenciement inexistante et des indemnités dues qui n'avaient pas été réglées. Une gestion du personnel originale qui avait peut-être été recommandée par un cabinet de conseil.
On ne montre pas les zizis de ministres impunément. C'est ce que vont apprendre à leurs dépens Alexandra de Taddeo et son compagnon Piotr Pawlenski, suspectés d'être à l'origine de la divulgation des photos intimes de Benjamin Griveaux, alors lancé dans la campagne des municipales pour remporter la capitale. Piotr Pawlenski, artiste vraisemblablement dérangé puisqu'il s'était cloué les testicules par terre pour une performance, jugeait utile de publier ces vidéos pour démonter l'opération de communication de l'ancien député dépeint comme bon père de famille et bien sous tout rapport. Alexandra de Taddeo et Piotr Pawlenski sont renvoyés en correctionnel et comparaîtront pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Leur avocat, Juan Branco, a quant à lui bénéficié d'un non-lieu. Éric Vérag est sorti de garde à vue. L'animateur du site Le Courrier des Stratèges a été interrogé par la police pendant 24 heures après, paraît-il, la publication de 2 articles portant sur Brigitte Macron qui pourraient être considérés par la justice comme des incitations à la haine. Selon l'intéressé, il s'agit, je cite, d'une histoire de corne-cul qui relève ni plus ni moins de la tentative d'intimidation. L'énarque, visiblement plutôt amusé par l'affaire, a également appelé ses lecteurs à ne pas se laisser piéger par ce genre de procédé insignifiant. 8500 agents des forces de l'ordre en plus sur 5 ans. Le Premier ministre Elisabeth Borne l'a annoncé ce mercredi matin. Dans le cadre de la loi de programmation sur la sécurité, 15 milliards d'euros supplémentaires seront débloqués pour le ministère de l'Intérieur. Des fonds en partie alloués à l'embauche de 8500 policiers et gendarmes. 7,5 milliards seront quant à eux affectés au numérique, si le bon esprit pourrait considérer qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la sécurité des Français. D'autres pourraient estimer que les outils de contrôle pour surveiller la sobriété énergétique se mettent peu à peu en place. Le professeur Didier Raoult contre-attaque. Au micro de CNews, l'ancien directeur de l'IHU se défend après un rapport accablant sur de supposés dysfonctionnements sous sa direction. L'infectiologue affirme être serein dans la mesure où, selon lui, 7 inspecteurs ont essayé de confirmer quelque chose qu'ils n'ont précisément pas réussi à confirmer. Depuis sa célébrité dans le domaine public durant la crise du Covid-19, où il s'est largement opposé aux mesures politiques du gouvernement, l'infectiologue semble décidément dans le viseur du pouvoir, après des attaques récurrentes du contestable ordre des médecins, des mises en garde du patron de l'AP-HM, François Crémieux, un proche de Martin Hirsch. Les accusations diverses et variées contre Didier Raoult n'ont pour l'heure jamais abouti. Pas davantage que les plaintes contre Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Olivier Véran, Jérôme Salomon et j'en passe, devant la Cour de justice de la République d'ailleurs. Le DJ franco-américain Marc Rebillet récidive. Après les insultes lors d'un concert au Touquet auquel assistait Emmanuel Macron, c'est à l'Olympia lundi soir que l'artiste a composé une nouvelle musique avec des paroles fleuries, régulièrement entendues dans les manifestations, surtout depuis la fête de la musique à l'Élysée en 2018. Les spectateurs de l'Olympia ont visiblement été ravis de reprendre le slogan en chœur. Korian devant la justice. Mais une fois n'est pas coutume, le groupe d'EHPAD est cette fois du côté des plaignants. Korian poursuit en effet une aide-soignante pour s'être rendue sur son lieu de travail avec un t-shirt parodiant le logo du numéro 1 français des maisons de retraite. On y voyait les cœurs entrelacés, transformés en doigt d'honneur. Une attitude certes peu délicate de la salariée qui devait toutefois avoir des griefs contre son entreprise, notamment dans la prise en charge des pensionnaires ainsi que le traitement du personnel. En effet, depuis le livre Enquête de Victor Castanel et Fossoyeur, le scandale des maltraitances sur les personnes âgées dans certains établissements a choqué les esprits. Heureusement pour Korian, les résidents de ces maisons sont moins procéduriers que les avocats du groupe cotés en bourse. Rapprochement militaire entre la Russie et la Chine. Vladimir Poutine s'est rendu en personne sur le terrain militaire de Sergueïevski à l'extrême-orient de la Russie. Plusieurs alliés participaient, dont la Chine, l'Inde et la Syrie. Les manœuvres militaires doivent se poursuivre jusqu'au 7 septembre. Une démonstration de force avec plus de 50 000 militaires, 5 000 pièces d'armement, dont 140 aéronefs et 60 navires de guerre. En plein conflit en Ukraine, la Russie met en scène ses alliances internationales dans un monde où l'Occident est le dernier à ne pas voir sa dégringolade géopolitique.
Nouvelle démonstration de la fin de l'hégémonie du dollar. Mardi, le géant gazier russe Gazprom a annoncé que la Chine pourrait désormais payer ses importations en yuan ou en roubles pour contourner le dollar. Le patron de l'entreprise a déclaré qu'il s'agissait d'une solution mutuellement avantageuse, opportune, fiable et pratique. Un point de vue que la Fed, la Réserve fédérale américaine, ne devrait pas partager. Cette nouvelle entente russo-chinoise, à l'instar des augmentations des importations gazières, est un autre signal de rapprochement entre les deux pays. Un rapprochement grandement accéléré depuis la guerre en Ukraine, où l'Union européenne, sous l'égide américaine, a visiblement décidé de s'isoler des puissances émergentes incontournables. Le politologue français, directeur de recherche à l'IRIS, François-Bernard Huyghe, est décédé mardi des suites d'une longue maladie à l'âge de 71 ans. Discret, il avait contribué à l'élaboration du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne dans les années 70. Il avait également enseigné au CELSA et à l'école de guerre économique. François-Bernard Huyghe est l'auteur de très nombreux ouvrages dont beaucoup portaient sur la propagande, la désinformation et la manipulation dans la communication. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, l'abbé Guillaume de Tanoirne, directeur de la publication du magazine Monde et Vie, évoque le retour de la politique en France et la succession des crises au sein de l'Église. La meilleure preuve, c'est que quand viennent sur le territoire national des non-chrétiens, et je pense aux musulmans qui déferlent en ce moment en France, eh bien, ceux qui ne se souvenaient plus d'être chrétiens retrouvent la mémoire très rapidement et finalement se rendent compte que ce qu'ils ont à défendre, c'est, la chrétienté. La chrétienté telle qu'elle est, dans un pitoyable état, mais la chrétienté quand même, parce qu'il n'y a rien d'autre. Ce soir, vous pouvez également retrouver les femmes et les enfants d'abord. Floriane Janin profite de la rentrée pour vous rappeler l'importance du sport pour les enfants avec un entraîneur de choix, Gérald Micara. Il y a un proverbe qui dit il va faire ce qu'on fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on va montrer l'exemple, il va suivre. Et puis les enfants aiment le jeu. Voilà, si on joue au football avec eux, ils vont jouer. Moi, je sais que j'essayais de montrer beaucoup de sports, type un peu musculation, type un peu sport de combat. Je m'entraînais beaucoup, de manière à ce que les petits le voient. Donc, ça leur donnait l'envie de suivre un petit peu ce chemin-là. Après, on verra par la suite si ça se poursuit. Mais il y a une notion d'exemple. Voilà, si on leur montre, ils vont suivre ce canevas-là. Et puis pour terminer, tout de suite, c'est Mes Libertés Politiques avec François Billot-de-Lochner. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager cette vidéo. On se retrouve demain. Bonsoir. Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terredefrance.fr. Parfums et accessoires solidaires du monde rural. Quelle est loin l'année 1918, année au cours de laquelle la France affichait aux yeux du monde entier sa puissance militaire. La France était reconnue pour posséder la plus belle armée du monde. Aujourd'hui, la France n'est plus que l'ombre d'elle-même sur le plan militaire. Une marine squelettique, une aviation squelettique, des matériels squelettiques, des effectifs squelettiques. Il n'est pas exagéré de dire que l'armée française est quasiment hors jeu. Car pour aggraver le paysage squelettique que je viens de décrire, il faut savoir que nos matériels squelettiques, mal entretenus, marchent quand ils en ont envie. Vous me direz, oui, mais nous avons la bombe atomique. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais en fait, notre parapluie atomique ne nous protège que très peu. La preuve en est donnée par la guerre en Ukraine, par exemple. La Russie est puissamment dotée de l'arme atomique. Elle mène en Ukraine une guerre conventionnelle. Les États-Unis sont puissamment dotés de l'arme atomique. Pourtant, ils mènent en Ukraine, puisque cette guerre en Ukraine est objectivement une guerre entre la Russie et l'OTAN, et donc entre la Russie et les États-Unis, eh bien, les États-Unis, grande puissance nucléaire, mènent en Ukraine une guerre conventionnelle. Tout cela signifie que l'armée conventionnelle est d'une importance considérable pour la puissance d'un pays.
Puisque l'armée conventionnelle française n'est plus que l'ombre d'elle-même, même si ses soldats sont souvent remarquables, il en résulte logiquement que la France ne pèse à peu près plus rien dans les relations internationales. Peut-être d'ailleurs est-ce pour cela que nos pseudo-dirigeants adoptent des attitudes guerrières. Il est bien connu que les plus faibles militairement sont souvent des va-t-en-guerre forcenés. L'exemple de la dernière guerre mondiale le prouve amplement. La Grande-Bretagne a déclaré la guerre à la puissante Allemagne alors que son armée de terre était quasiment inexistante. Revenons à l'armée française. Son état de délabrement vient d'être souligné par une tribune de généraux qui pointe à juste titre l'immense faiblesse de l'outil militaire français. Ces généraux ont fait preuve de courage en disant la vérité. Cela dit, compte tenu de la situation économique française, se traduisant notamment par une explosion des déficits publics ou privés, la probabilité de voir renaître une armée solide, digne d'une grande puissance, est extrêmement faible pour le moment. Car en fait, de grande puissance, la France est en réalité devenue une puissance tout à fait moyenne qui ne compte plus guère aux yeux des grands de ce monde. Je me souviens d'une discussion avec un Israélien à la fin du siècle dernier, qui m'avait dit que si Israël déclarait la guerre à la France, la situation pour la France serait la même qu'en juin 40. J'avoue avoir été vexé, mais il n'est pas absurde de penser que cet Israélien n'avait pas complètement tort. Cela dit, conservons l'espérance, la France un jour se...